Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après une petite pause nécessaire pour Basilic, mais surtout pour moi. J'avais besoin de me recentrer sur mes ambitions pour ce podcast, sur ce qui me fait vibrer et surtout ce qui me fait rêver grâce à ce média indépendant depuis 5 ans. Bref, un moment de réflexion plus que nécessaire qui m'a fait le plus grand bien et je reviens vers vous avec un épisode consacré à notre façon de voyager. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume, qui est le cofondateur de Gringo. Ensemble, nous menons une réflexion autour du voyage à l'échelle locale, à l'échelle française. J'espère que cet épisode vous plaira et que peut-être il vous inspirera et vous donnera envie de réserver un logement via Gringo pour vos prochaines vacances. Personnellement, je me rends en Bretagne pour une formation très prochainement et j'ai réservé mon premier logement Gringo. Je vous raconterai tout ça plus en détail lors d'un épisode Feel Good. Allez, je vous laisse écouter l'épisode de la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous serez au rendez-vous et je vous dis à bientôt et bonne écoute. Salut Guillaume. Salut Jeanne. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va super. Je suis très contente de te rencontrer en vrai, plus de 2 ans après nos premiers échanges. Aujourd'hui, on va parler de voyage, de Gringo, on va s'évader. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, alors moi je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans, je suis corrézien d'origine, jeune papa d'un petit Léon qui a 2 ans moi j'ai un parcours d'ingénieur, sinon plus généralement après j'ai fait du conseil en stratégie, après j'ai eu une prise de conscience climatique et je me suis retrouvé à lancer Gringo un peu de fil en aiguille. C'est quelque chose qui a germé plutôt en 2019 mais on est passé à l'acte on va dire un petit peu plus tard. Ok, très bien, on va revenir sur la jeunesse du projet. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Gringo et le service que vous proposez? Alors Gringo, c'est une plateforme de réservation d'hébergement, classique comme peut l'être Booking ou Airbnb par exemple, sauf que nous on vient sélectionner les logements sur 2 volets, le volet environnemental et le volet expérience, sympa, etc. Donc on va chercher des logements qui ont un petit plus, ça peut être le cadre, ça peut être le rapport qui a été pris, ça peut être l'hébergeur, ça peut être plein de choses. Et chez des gens qui sont engagés dans une démarche environnementale, ça veut dire qu'ils sont parfaits d'un point de vue écologique, mais on vient quand même chercher des gens qui ont cet ADN-là, qui remplissent un certain nombre de critères écologiques concrets. On a une grille d'évaluation de plus de 110 critères écologiques. On vient aussi calculer un score carbone. Et donc voilà, donc en gros, on propose des logements à réserver pour les vacances, pour des week-ends. Un petit peu, on en propose moins, mais mieux, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça le concept. Plus largement, nous, on est engagé dans une démarche, en entreprise à mission. Donc notre mission, c'est de construire un tourisme plus durable. Et donc c'est d'inciter les gens à voyager moins loin, avec des modes de transport moins carbonés dans des endroits plus respectueux. On a aussi une démarche de commission équitable, donc on prend moins de commissions que les grosses plateformes de réservation, donc dans une logique juste rémunération, juste prix des hébergeurs. Donc la démarche va un petit peu au-delà de juste la volet environnemental, il y a aussi le volet social et économique. Et, ça c'est assez important pour nous. Et donc quand vous avez décidé de lancer Gringo il y a un peu plus de 2 ans, est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux du marché ? Quelle plateforme il y avait ? Donc on connaît Airbnb, on connaît aussi Gîtes de France, voilà. Comment vous avez réussi aussi à vous distinguer ? Alors nous, on n'est pas du tout parti de l'hébergement à la base. Nous, tu vois, on a eu une grosse prise de conscience climatique déjà de base. On s'est dit bon là, on a un problème, réchauffement, les rapports du GIEC, tout ce que tu veux. Faut qu'on aille vite pour transitionner quoi, d'un point de vue CO2 notamment. Avant d'être papa, mais peut-être dans l'anticipation aussi, tu vois, peut-être qu'il y avait de la projection, c'était juste après mon mariage, donc tu vois, bon, et encore plus depuis que je suis papa après, enfin bon, bien sûr ça a catalysé encore le truc, mais nous on est parti de là et on s'est dit tiens ok, où est-ce qu'on émet du CO2, qu'est-ce qu'on peut faire dans quelle industrie, sur quel cas d'usage, etc. On a eu un certain nombre d'idées, et surtout on est tombé sur le tourisme qui nous a interpellés tout de suite parce que 11% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 11% c'est colossal. Quand on regarde en unitaire, un Paris-New York, 2 tonnes de CO2, 2 tonnes c'est ce qu'on devrait mettre théoriquement pour limiter le réchauffement à 2 degrés.
un Paris-Buenos Aires où moi j'ai été en voyage de noces, 4 tonnes de CO2, je savais pas à l'époque. Mais quand on a vu ces chiffres, et un Paris-Marseille en train, en TGV, 3 kilos de CO2. Un ratio délirant, quoi, tu vois. Et donc en fait on s'est dit c'est dommage, quoi, on sait pas cet impact, on a un peu tendance à aller au bout du monde tout le temps, et en fait il y a plein de trésors pas loin accessibles à faible empreinte carbone, et on le sait pas, et voilà, et il y a personne qui vient nous inspirer là-dessus et nous informer, et c'est dommage, quoi, en fait, de pas aller découvrir les trésors de nos régions. Moi, tu vois, je suis toujours pas allé dans l'est de la France, j'ai honte de le dire d'ailleurs à ce micro, mais il y a plein de coins que je connais pas, mais en fait il y a pas assez d'une vie pour découvrir toutes les richesses qu'on a accessibles pas loin à bas carbone, en fait. Et c'est ce constat de se dire que en fait on est la génération EasyJet, on nous a envoyé aux quatre coins de l'Europe, on nous a mis dans la tête que aller aux Maldives, les pieds en éventail, c'était ça les bonnes vacances. En fait, sauf que ça on nous a pas dit que c'était 4 tonnes de CO2, et ça on l'a mis sous le tapis, quoi. Et donc nous on est parti de ça, on s'est dit nous il faut qu'on mette en valeur un voyage plus local, des modes de transport non carbonés, enfin ce genre de choses, les trésors de nos régions plutôt que le bout du monde, quoi. Tu vois, ça a été quelque chose de très en fait, c'est né de là, quoi. Et on n'était pas du tout sur une plateforme d'hébergement au début, quoi. Et après, on s'est dit, voilà l'idée. En fait, c'est une boîte qui a une mission, une raison d'être. C'est pas pour rien qu'on a entrepris la mission aujourd'hui. C'est la continuité de ce que je suis en train de te raconter là. Et après, on s'est dit, c'est bien beau d'avoir des idées, mais si on veut passer de l'utopie ou de l'idée à la réalisation et à la concrétisation de quelque chose et d'un impact, etc., il faut un concept précis, il faut un produit, il faut un modèle économique, parce que sans modèle économique, on fait rien, etc. Et c'est là que moi j'étais consultant à l'origine, et là la déformation professionnelle a repris le dessus, et j'ai fait toute une analyse de marché assez grosse, on va dire. Très vite, transport, etc. On voyait pas très bien quoi faire. En revanche, sur l'hébergement, on s'est dit il y a les grosses plateformes, Booking, Airbnb, mais il y a tout ce que tu veux, mais en même temps c'est pas très qualifié. Il y a beaucoup de trucs qui sont pas terribles. Point de vue environnemental, il y a rien, il y a aucune démarche, il y a rien du tout. Et en fait, moi, ça m'a rappelé la grande distribution, parce que j'avais fait pas mal de grande distribution dans ma carrière, et dans ma modeste carrière très courte, mais ça m'a rappelé un peu les grands hypermarchés dans les années 2000, les Auchan, les Carrefour, etc. Avant que les Biocoop et autres enseignes du bio arrivent, quoi, et décollent. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on est presque, en fait, dans l'hébergement, dans la distribution d'hébergement, avec ce même truc. Et si on arrivait avec une sélection d'offres, de logements, le côté environnemental, comme la Biocoop avec le bio, mais aussi la qualité des logements qu'on propose, avec une démarche plus large, ça nous a été vraiment soufflé par les hébergeurs aussi, à qui on a parlé au début. Voilà, on aimerait bien avoir des alternatives, mais les commissions, c'est important, ce genre de choses, quoi. Mais en tout cas, on s'est dit, il y a quelque chose à faire dans cette thématique-là, quoi. Donc, en fait, faire une espèce de Biocoop de l'hébergement touristique. Et en fait, et on est parti là-dessus. Et donc, pour répondre à ta question sur le panorama du marché à l'époque, il y avait Va au Vert. Que vous avez racheté. Qu'on a racheté, ouais, effectivement, il y a pas longtemps, enfin, l'année dernière. Donc, il y avait Va au Vert à l'époque, il y avait, déjà fait des choses intéressantes qu'il fallait faire à plus grande échelle. En tout cas, on estimait que il y avait encore beaucoup plus à faire, avec beaucoup plus d'ampleur, et que c'était que le début pour nous, quoi. Et donc c'est vrai que après on y a été avec un truc un peu différent, en essayant de pas faire exactement la même chose, même si c'était quand même un concept proche. Mais en tout cas, on est parti dans cette idée-là, quoi. Et dans l'idée aussi de se dire, on va commencer. En fait, on va faire une alternative française, éco-responsable et équitable aux grandes plateformes de réservation. Mais notre ambition, c'est ce qu'on va faire à court terme. Mais notre ambition à moyen terme, elle est de faire une plateforme de voyage local bas carbone, faible impact environnemental au global, quoi. Et on va dire que cette alternative éco-responsable à Booking, Airbnb, etc., c'est ce qu'on va faire à court terme, mais on a un peu plus d'ambition que ça, à moyen terme. Ok, garde un peu de suspense. Voilà, je tease. Je vois ça, teasing de professionnel. Oui, donc il y avait ces grosses plateformes, il y avait aussi Gîtes de France. Est-ce que Gîtes de France, il y a cette patte un peu écologique, ces engagements-là ? Oui, complètement. Il y a le label Éco-Gîte, le label Gîte Panda par exemple, qui est plutôt sur la biodiversité. Donc il y avait une démarche là-dessus, et moi j'ai beaucoup de sympathie pour Gîtes de France parce que je trouve qu'ils font un travail exceptionnel. Ce qu'on est en revanche, c'est que Gîtes de France, c'est pas une boîte tech à la base, contrairement à Airbnb. Ils ont souffert quand même de l'arrivée d'Airbnb, qui a un petit peu, on va dire, uberisé le marché de l'hébergement en général, mais
Et on s'est dit que eux n'avaient pas un angle vraiment écologique de base et un ADN écologique, ils avaient plutôt un ADN de qualité. Et nous, en fait, on s'appuie beaucoup sur le Gîte de France, typiquement, pour avoir des logements qui ont un certain gage de qualité en termes de labellisation. Mais Gîte de France, c'est la qualité des locations de vacances. C'était nous pour ça cet acteur. Mais on n'avait pas d'acteur qui est sur le volet écologique, éco-responsable, qui amène des garanties et qui en plus, nous, on a voulu allier ce côté qualité parce que on s'est dit le transport, en fait, c'est le plus important dans l'impact carbone du tourisme. Donc, si on sélectionne des logements écologiques, mais qui ça donne pas envie, ou que voilà, il y a pas ce côté, bon, je vais passer de bonnes vacances quand même. Je réserve un logement, la première chose que je veux, c'est de passer de bonnes vacances. Ouais, donc, c'est l'idée, ouais. Il faut quand même qu'il y ait un filtre de qualité. Voilà, si je commence à faire que des trucs maxi écolo, mais qui sont tous pourris, c'est pas comme ça que je vais réaliser ma mission, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a greffé ce côté, pas juste écologique, mais aussi qualité, expérience, voilà, avec quelque chose en plus que juste un lit, quoi. Voilà. Mais en tout cas, Gîte de France, voilà, fait des choses, géniales Et puis vous visez peut-être un public un peu différent aussi. Vous visez un public finalement plus jeune. Oui, aussi, voilà, aussi nous on vise un public plus jeune. En tout cas, c'est ce qu'on pensait au début. Ouais, c'est pas le cas dans les faits. En fait, on a un public assez hétéroclite, je dirais, en tout cas assez large. En fait, on a un tiers de moins de 35, un tiers de 35-50 et un tiers de plus de 50. Ah ouais, quand même. Et c'est le un tiers de plus de 50 qui nous a surpris, typiquement. Nous, on pensait être au début sur un personae, si on parle en termes marketing, plus jeune, plus voilà, 25-30, qui prend le train avec un backpack, pas forcément que ça, mais bon, en tout cas, plutôt ce profil-là. Et en fait, on se rend compte que on a essayé nous de ventiler des messages du style voilà, les trésors de nos régions plutôt que le bout du monde, qui est pas du tout un truc écologique de base. En fait, tu peux le prendre sous un angle on a de super trésors, le côté un peu made in France, truc. Et en fait, ça parle à une audience plus âgée aussi. Je pense que le côté voilà aussi made in France justement, entreprise à mission, etc. va aussi parler à une audience plus âgée au final. Là où des audiences plus jeunes, bon là je fais des généralités, mais là une audience plus jeune va peut-être être plus sensible au prix ou ce genre de choses. Donc en fait, c'est cool, et parce que on voulait pas faire un truc d'écolo de niche, tu vois, qui sortira pas d'une certaine sphère, d'un certain microcosme, que des gens écologiquement convaincus, etc. Enfin, on veut quelque chose d'assez large pour avoir quelque chose de très transformant, et ça, on est assez content par rapport à ça, quoi. Ouais, vous arrivez à atteindre cet objectif-là. Si on atteint que des gens qui sont déjà convaincus de l'écologie, qui sont déjà au carré et qui sont parfaits, notre impact finalement est limité parce qu'ils auraient déjà voyagé bas carbone, ils auraient déjà sélectionné les logements, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une cible, il faut qu'on ait les deux. Je pense que les gens qui ont envie d'avoir une vraie démarche écologique aujourd'hui, ils ont plein de freins parce qu'il y a rien qui fait pour. C'est déjà compliqué de réserver tes vacances. En plus, il faut mettre un truc sur le volet éco-responsable, et s'il faut en plus que ta destination coche la case de je peux y aller en train, et puis j'ai mes enfants, et puis bon. Donc déjà offrir des solutions aux gens qui sont prêts à le faire instinctivement, mais aussi orienter ceux qui n'avaient pas ça forcément en ligne de mire vers regardez en fait des vacances, déjà on peut passer de super vacances pas loin, et en plus en fait un logement écologique en fait, ça peut être grave cool, et même voire mieux que des logements classiques. Donc. Et comment tu vas justement chercher cette cible un peu moins sensibilisée aux enjeux, parce que c'est une vraie question. Comment vous communiquez, vous, chez Gringo, que ce soit en marketing ou en opération, peu importe? Il y a plusieurs choses. Déjà, on fait de la communication, on va dire grand public, hein. C'est-à-dire que on va pas forcément se restreindre à certains médias ou certains influenceurs ou certains dispositifs qui seraient très spécifiques. On le fait, hein. On va communiquer. Par exemple, quand on fait des opérations d'influence, forcément, on va choisir des influenceurs qui ont plutôt une tendance écologique, en tout cas, qui ont une communauté aussi polarisée un petit peu autour de ça. Mais pas forcément. On a aussi fait des opérations d'influence avec des comptes beaucoup plus généralistes, en se disant, tiens, là, on va toucher une audience énorme avec, si on leur parlait de l'impact d'un Paris-New York et versus d'un Paris-Marseille, par exemple, en train. Là, on va avoir un vrai impact, quoi. Et en fait, on va essayer de faire un petit peu les deux, si tu veux, toucher notre cible prioritaire et la plus naturelle, mais aussi, de venir sensibiliser une cible qui est peut-être moins affinitaire sur le papier de base, mais on a besoin aussi d'informer tout le monde, d'alerter sur certains trucs. Et moi, je vois la vitesse où ça évolue. Il y a 3 ans, il y a peu de gens qui parlaient de l'impact carbone des vols, hein. On savait que l'avion, c'était pas terrible, mais on savait pas les chiffres, dans quelle mesure, etc. Donc, on a un vrai rôle à jouer là-dessus, sur le côté informatif, quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est un de nos objectifs qui sous-tend notre mission, aujourd'hui. D'ailleurs, votre contenu est relativement tourné
là-dessus et assez informatif. On apprend beaucoup de choses sur l'empreinte, etc. En te suivant notamment sur LinkedIn où tu partages des ressources assez intéressantes, mais aussi sur les réseaux sociaux plus conventionnels, Insta et compagnie. Et alors, tu le disais au début, vous avez une charte qui réunit des critères pour être estampillé comme logement écologique. Donc, j'ai bien compris que c'était pas une charte, que le logement ne devait pas répondre à tous les points de la charte pour être considéré comme écologique. Néanmoins, j'imagine qu'il y a certains incontournables. Comment est-ce que ça se passe pour choisir un logement ? Voilà, moi, imaginons, j'ai envie de mettre mon bien en location. Je n'en ai pas, mais si j'en avais un, je veux le mettre en location chez vous. Comment ça se passe ? Déjà, on a testé beaucoup de choses avant de te répondre. On a testé énormément de choses, des critères exclusifs, des tiens, s'il n'y a pas ça, on ne prend pas, tiens, s'il y a ça. On s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'est un humain, une humaine, quelqu'un de l'équipe qui va lire un petit peu, essayer de comprendre la démarche de l'hébergeur et à la fin de dire c'est go ou no go dans la section. Ensuite, il y a une évaluation et ensuite, voilà, il y a un contrat de confiance qui est signé, c'est la charte Gringo. Donc en fait, aujourd'hui, si tu veux t'inscrire sur Gringo pour répondre de manière plus pragmatique, t'envoies une demande en fait on a un formulaire hébergeur nous rejoindre. T'envoies une demande, tu nous mets juste un petit paragraphe sur ta démarche, ton lien, tout ce que, enfin, quelques infos très faciles. Nous on revoit, on dit oui. Ça rentre sur le papier dans l'ADN Gringo et on est avec le même écosystème de valeurs. Clac, voilà, inscrivez-vous sur Gringo. Au moment de l'inscription, c'est là que tu as l'évaluation qui est faite sur cette grille de plus de 110 critères écologiques. C'est une évaluation qui est faite par l'hébergeur de manière déclarative. Donc, nous, on peut pas aller vérifier sur place chaque truc. Mais au moment de finaliser l'inscription, tu signes une charte où tu t'engages à dans une démarche de développement durable sincère, de renseigner des choses véridiques sur Gringo, d'être dans une démarche de progrès, etc. Et aussi d'offrir un rapport qualité-prix équitable. C'est-à-dire que vu qu'on prend moins de commissions que Booking et Airbnb, tu te mets au meilleur prix sur Gringo, quoi. On ne prend pas moins de commissions pour faire plaisir. C'est que pour tout le monde, juste prix, juste rémunération, quoi. Voilà. Et après, la communauté fait le reste. C'est-à-dire que quand t'es voyageur, tu vas laisser des notes sur les logements, des notes d'éco-responsabilité en particulier. Donc après, on peut être amené à délister des hébergeurs qui enfreindraient notre charte et ce genre de choses. Dans les faits, on pensait au début, on avait peur que ce soit pas assez loin. Et en fait, on a très très peu d'occurrences d'hébergeurs qu'on doit délister. C'est plutôt, non, ça n'intervient pas trop, quoi. Mais on a testé plein de trucs. Au début, on disait ceux qui ont une chaudière au fioul, c'est interdit. Jusqu'au jour où on va pas loin là en région parisienne, chez Agnès, qui avait rénové un château qui cochait 99 critères sur 100, mais qui avait juste une chaudière au fioul qu'elle pouvait pas changer parce que ça coûtait trop cher et elle pouvait rien faire, quoi. Tu vois, bon. Donc c'était une bêtise donc on a testé quand même pas mal de choses, quoi. Oui, puis c'est toujours nuancé quand on parle d'éco-responsabilité, en fait. Faut regarder la global picture, quoi. Voilà, exactement. Et là, ce qu'on va sortir pour clarifier encore un petit peu pour les voyageurs, les choses, c'est un éco-score, un CO2 score. C'est un algo qu'on a développé là qui va prendre plus de 380 points de données, tout ce qui va être équipement, critères, etc. et qui va mettre un score CO2 en fait sur chaque logement, thème de badge, etc. Mais ça c'est pas encore, peut-être qu'à l'heure où on enregistre c'est pas encore live sur le site, mais peut-être qu'à l'heure d'écoute ça sera peut-être live. Ok, donc vous allez mettre ça en place et pour chaque logement. Oui, c'est ça. Ouais. Et justement aujourd'hui, tu as annoncé sur LinkedIn que vous lanciez une plateforme pour accompagner les propriétaires de logements qui souhaiteraient aller vers un logement plus éco-responsable. Comment ça va se passer ? C'est la même chose ou est-ce que vous allez avoir vraiment des équipes de techniciens pour les conseiller ? Parce que en matière de logement, il y a plein de choses qui rentrent en... Voilà, en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que évaluer, transmettre de l'info, donner des retours, etc., c'est bien. Mais il faut aller plus loin, quoi. C'est-à-dire, on a des hébergeurs qui sont à un certain niveau. Il faut les accompagner vers mettre en place des choses concrètes dans leur logement à partir du moment où ils s'inscrivent sur Gringo, ou même s'ils connaissent pas Gringo, ils peuvent arriver par ce biais. On s'est aperçu que c'était hyper compliqué. Et en fait, on s'est aperçu en faisant notre grille d'évaluation, c'est que par où je commence, combien ça coûte, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça a vraiment de l'impact, qu'est-ce qui a le plus d'impact, et concrètement, comment je fais. Donc, tu prends tout ce qui va être sur l'eau, 10 minutes à consommation d'eau, tout ce qui est chauffage, isolation, biodiversité, déchets, alimentation, etc. En fait, c'est hyper compliqué. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, on va faire des formations en ligne pour les hébergeurs. Donc, aujourd'hui, c'est un programme, il y a plus de 50 formations en ligne qui ont été mises en place par Roman, notre manager de développement durable, qui est ingénieur de formation. Et en fait, c'est des vidéos. Entre 5 et 10 minutes où sur un sujet ça va être des actions, quoi. Par exemple, tu veux
Tu veux limiter l'empreinte carbone de ton chauffage, bah tiens voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est quoi l'impact, combien ça coûte, combien c'est rentable, comment faire concrètement, qui peut t'aider, est-ce qu'il y a des financements de l'ADEME ou ce genre de choses quoi. Et donc presque un MOOC en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Et donc ça, bah c'est ouvert à tous les hébergeurs. Là pour l'instant, ça va être un schéma où c'est une adhésion annuelle de 200 € par an pour avoir accès à toutes ces formations, parce que bon, il faut qu'on le finance, mais c'est rentable parce que en fait, il y a plein d'actions où en fait on se rend pas compte, mais être écolo, c'est vachement rentable sur plein de choses en fait. C'est-à-dire que tu vas économiser sur ta facture d'électricité, sur ta consommation d'eau. Bon, c'est peut-être pas là qu'il y a le plus d'argent à chercher sur l'eau, mais sur plein de choses en fait. Et donc cette formation finalement, elle est assez rentable quoi. Et voilà, donc ça en fait, ça s'appelle Opération Transition. Et ça, on croit beaucoup à cette transformation là aussi très concrète et pragmatique. C'est un site que vous avez lancé, vous aviez l'idée depuis le départ, ou c'est aussi en échangeant avec les propriétaires, vous les sentiez un peu perdus Alors, les deux. Depuis le départ, on savait qu'on voudrait faire ça un jour. C'est juste que bon, bah, tu mets les choses dans l'ordre, tu peux pas tout faire. On a aussi des exigences de qualité qui sont assez grosses, donc on voulait pas le faire et mal le faire, donc on a attendu un petit peu avant de le faire. Mais aussi, bah, on avait besoin de retour terrain. Et en fait, ce cycle de formation a été co-construit avec plus de 500 hébergeurs. Hein. C'est-à-dire, donc on a fait des sondages, fait des ateliers, fait des interviews individuelles, commencé à produire des choses, les tester, les itérer, etc. Donc il y a eu un vrai travail de recherche et de construction derrière qui était quand même assez poussé, quoi. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à sortir aussi. C'est que on voulait pas sortir un truc bateau qui sert à rien, quoi. Voilà. Donc on a quand même pas mal investi là-dessus, forcément quoi. Mais aujourd'hui, bah, on est assez fiers de ce qui a été réalisé et c'est quelque chose qui a vocation à vivre quoi. C'est-à-dire que on va l'améliorer. Il y a aussi d'autres volets qu'on va développer qui sont pas encore là, sur le choix des fournisseurs par exemple, sur un forum d'entraide entre les hébergeurs, parce qu'on voit que ça fonctionne beaucoup comme ça. Ça on l'a pas encore, mais c'est des choses qu'on va développer assez rapidement maintenant par la suite quoi. Puis ça va être aussi naturellement amené à évoluer, puisque dans le BTP et dans le secteur du bâtiment, il y a quand même tout le temps des nouveaux moyens d'être un peu plus éco-responsable. En tout cas, ils essaient d'y réfléchir, ce qui est déjà pas mal. Vous avez un développement assez rapide chez Gringo, vous grandissez bien et vite. Comment ça se passe dans les faits, parce que c'est pas facile, j'imagine. Comment on passe de 4 associés à une véritable équipe, et surtout, est-ce que c'est nécessaire, vous sentiez qu'il y avait besoin de grandir vite pour venir concurrencer ces plateformes, ou même pas forcément les concurrencer, mais en tout cas pour se faire une place quoi. Ça, c'est des vrais sujets existentiels qu'on se pose en tant qu'entrepreneur, surtout sur des projets comme ça, avec une place de marché, avec la nécessité d'avoir de l'offre, puis des voyageurs, puis un peu les deux en même temps, puis une technologie, produit tech au milieu, donc avec la plateforme. Et donc, on comprend vite que si on va pas assez vite, on va jamais arriver à décoller, qu'on va jamais arriver à passer au moins le niveau minimum pour aller au cran plus loin et y arriver vraiment. On lutte sur un marché où Airbnb, par exemple, a 2000 développeurs, donc pour construire la plateforme. Je pense qu'on se rend pas bien compte du truc, mais 2000. On a commencé 2000. Ouais, plus de 2000 développeurs. Ah ouais. Nous, on a commencé avec 2 développeurs. Donc, on comprend très vite que si on n'a pas au moins une petite équipe dev, on va pas réussir à faire quelque chose de propre fonctionnellement. Du coup, il y aura pas d'usage parce que les gens vont se dire c'est pas pratique, donc je l'utilise pas. Et donc on est obligé d'investir. À un moment, et les développeurs, ça coûte cher. Vous avez une appli aussi ? On n'a pas encore d'appli, mais donc tu vois, malgré le fait qu'on investisse, on est quand même obligé de faire des choix assez difficiles. On aimerait avoir une appli, mais une appli ça coûte très cher à développer, ça ralentit tous les autres développements. Là, on est plutôt parti sur le fait de faire des fonctionnalités innovantes sur le volet transport, sur le volet destination, avant de faire une appli, parce qu'on se dit qu'il faut d'abord qu'on adresse ça et que on peut tourner sans une appli aujourd'hui. Ça va nous faire décoller une appli, c'est certain, mais il faut le financer. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs et voilà. Donc, on est quand même obligé de faire des choix structurels. Je pense que tu sondes notre équipe là. Tout le monde dit mais oui, il nous faut une appli quoi. Mais tu me demandes, je te dis ah oui, combien ça coûte ok. Donc on est à quel pas niveau? Pas tout de suite. Voilà, il faut quand même être rationnel. Mais j'ai envie de te dire oui, on va relever des fonds, on va faire une appli. Parce que je le sens, il le faut. Et là, on va commencer à arriver dans le stade et l'échelle où, on sera plus crédible si on n'a pas une appli à une échelle de notoriété supérieure. Donc, en tout cas, comment on vit cette croissance ? Je pense qu'il faut rester lucide à quel stade je suis. On a eu le stade où
On était 4, on a lancé un truc, ça tournait, mais c'était très basique, il y avait pas de filtre, il y avait rien, il y avait 50 hébergeurs, tu vois, donc si tu voulais... Puis c'était encore un peu le Covid. C'était encore un peu le Covid, en plus, donc... Enfin, si tu voulais réserver tes vacances sur Gringo, à l'époque, fallait quand même avoir du courage, tu vois. Mais on le savait, c'était le début. Il fallait qu'on teste notre produit, fallait qu'on l'améliore, voilà, et fallait qu'on démontre qu'il y avait un intérêt. Parce qu'au début, on savait pas. Ça se trouve, on fait ça et en fait, ça sert à rien. Enfin, ça n'intéresse personne ou pas suffisamment, donc on le fait pas. Bon, à partir du moment où on a validé le fait qu'il y avait un intérêt, que les gens étaient vraiment hyper enthousiastes. Aussi qu'on a précisé, raffiné un petit peu ce qu'on voulait faire, ce qu'on disait, les concepts, etc. Bah après maintenant il faut faire décoller le truc. Et donc c'est là que sur un modèle comme le nôtre, sans levée de fonds, c'est compliqué parce que tu dois investir dans la notoriété côté marketing, dans le commercial côté recrutement d'hébergeurs et dans la technologie au milieu. Donc sans levée de fonds, tu peux y arriver, mais tu risques de mettre X années et à la fin avoir un truc un peu moribond qui tient pas trop la route. Donc nous on s'est dit non, il y a pas trop le choix en fait, faut aller vite et fort, mais pas trop vite, hein, on n'est pas dans la mentalité start-up hyper croissance à l'américaine, ça c'est pas notre tasse de thé. Mais on veut le faire à la Gringo quoi. On va aller vite et on est très ambitieux, mais on garde quand même les pieds sur terre et la notion de ce qui est sain aussi d'un point de vue éthique en termes de financement quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que sur notre première levée de fonds, il y a eu des business angels individuels et plus de 420 micro-actionnaires à notre capital. Dès le premier tour, on voulait une plateforme qui appartient à ses hébergeurs, à sa communauté de voyageurs et qui est détenue directement par sa communauté. Et c'est ça. Et on veut aller au bout de nos idées par rapport à ça. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est des équilibres qu'il faut garder et c'est une remise en question permanente et des questions existentielles tout le temps, quoi. Voilà. J'imagine, ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Est-ce que aujourd'hui, Gringo, je me suis posé la question en préparant l'interview et j'ai pas vérifié, je l'avoue. Est-ce que vous proposez des logements qui seraient situés en Europe mais accessibles en train ? Pas encore. Pourquoi ? Parce que on veut d'abord développer la brique transport. C'est-à-dire qu'avant d'européaniser, Gringo a vocation à être européen. Hein. Enfin, clairement, je le dis sans ambiguïté, la question c'est quand et quels moyens seront nécessaires pour y arriver. Mais on veut pas se retrouver à envoyer des Français en Grèce en avion, tu vois. On veut pas se retrouver à prendre des Anglais dans le sud de l'Espagne en avion. Enfin, en tout cas, si ils peuvent le faire. Mais on veut les informer, nous, dès leur circuit d'achat sur Gringo, regardez, c'est tel impact, soyez au courant et sans vous embêter, hein, mais en tout cas voilà, sachez-le. Tiens, il y a telle ou telle autre destination où c'est hyper cool et c'est moins d'impact. On a un parti pris très fort là-dessus sur le fait qu'on doit d'abord travailler. On est des besogneux un peu chez Gringo, hein. On est des besogneux et on n'a pas envie de trop laisser les trucs au hasard. On voit déjà des étrangers qui réservent sur Gringo, alors que on a fait l'effort de vraiment pas faciliter la tâche. C'est-à-dire qu'on n'a même pas traduit le site en anglais. On veut d'abord mettre cette brique transport qui va te dire tiens, tu pars d'où ? Plutôt que de me dire où tu veux aller, dis-moi quelles sont tes contraintes budgétaires, qu'est-ce que tu veux comme truc, t'as quel curseur sur le CO2, clac, voilà les destinations sympas, voilà les logements sympas. Et on veut d'abord construire ce type de circuit d'achat avant de partir sur le côté européen. Mais effectivement, je suis un peu le fil de ce que tu me dis. Voilà, tout ce qui va être destination type capitale européenne où on peut y aller en train, ce genre de choses. On a vocation à développer de l'offre là-bas. Ça tenait qu'à moi, ça serait demain, et que j'avais des fonds infinis. Mais on va le faire d'ici quelques temps, mais pas encore, quoi. Ok, trop bien. Faut encore un peu de patience. On a hâte. Quel rôle vous avez à jouer justement ? Tu dis beaucoup qu'il est possible de voyager en restant en France, etc. Comment est-ce qu'on déconstruit les idées avec lesquelles on a grandi ? Tu le disais, on est une génération EasyJet, on est de la même génération, je pense que c'est assez vrai. Et comment on essaye d'écrire de nouveaux récits, ou en tout cas proposer de nouveaux récits ? Faut rendre sexy le voyage local. Faut rendre sexy le voyage écologique. Je pense que c'est ça en fait. Et il faut qu'on soit très fort en marketing, et il faut qu'on soit aussi fort que les grandes marques qui existent et qui nous envoient au bout du monde. Pour moi, il y a plein de coins de fous en France. Si je prends le train pour aller à une destination A à une destination B, moi je l'ai fait par exemple, je prenais le train pour aller dans le Vaucluse. Bon ok, j'allais pas prendre l'avion, mais t'as le Ventoux, t'es là, enfin c'est une expérience en soi. Mais ça, il faut le mettre en valeur, tu vois. Et il faut se dire, est-ce que ça c'est mieux
que d'être dans mon EasyJet. Ma valise, machin, elle doit pas faire telle taille. Ah oui, et puis merde, mon déo, je me suis fait avoir. Allez, je jette tout à la douane. Le parcours jusqu'à l'aéroport, c'est quand même, c'est quand même chiant de prendre l'avion. C'est quand même vraiment chiant. Alors que prendre le train, bah c'est en plein centre. T'arrives, t'as pas une navette un peu pourrie où tu sais pas où t'es à l'arrivée, etc. Bon. Voilà, je pense qu'il faut jouer un petit peu sur ces trucs-là. C'est-à-dire que l'aérien, moi, on m'a mis dans la tête que c'était stylé de prendre l'avion, que voilà, que t'avais la classe et tout. On nous a construit un peu ce truc-là. Mais on continue. Et puis les destinations lointaines, bon, bah, ça s'engouffre dans le côté exotique, machin. Oui, on a tous besoin d'exotisme, je suis d'accord. Hein. Je dis pas qu'il faut plus voyager loin, mais on nous a engouffrés là-dedans. Moi, ce que je dis, c'est que, il faut qu'on nous engouffre dans le truc. C'est quand même vachement sympa de prendre le train. Je suis allé, par exemple, dans le Massif Central il y a pas longtemps, du côté du Lioran. J'ai mis 5h30. Oui, c'était un peu long, mais c'est quoi 5h30? Déjà, j'ai travaillé dans le train. Donc, tu vois, j'étais une après-midi de travail dans un train. Bon, je veux dire, une après-midi de travail, quoi. Et après, les derniers kilomètres entre Clermont-Ferrand et le Lioran, t'es dans les montagnes, tu vois les trucs, tu vois des villages du Massif Central. Enfin, c'est un voyage en soi, quoi, en fait. C'est l'expérience, quoi. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en valeur et à se dire, en fait... Là, c'est cool l'expérience que j'ai, et en plus, tiens, je sais pas, sur place, je vais découvrir des choses. J'ai pas forcément avoir besoin d'une plage paradisiaque devant moi, quoi. Je peux juste avoir des trucs plus simples pour avoir du fun, du bonheur, plein de trucs. Et nous, notre rôle, c'est de montrer que c'est cool. Et en fait, de le prendre par l'angle, c'est cool, pas par l'angle, c'est écolo, sois quelqu'un de bien, tu vois. Mais juste par l'angle, non, c'est cool. Et en plus, ça coûte moins cher de voyager moins loin. Et en plus, ça fait moins de mal à la planète. Enfin bref, voilà. Donc il faut vraiment lister tous ces bénéfices, quoi. Ces bénéfices. Et je parlais, par exemple, un autre exemple qui est intéressant, c'est Sailcop. Je sais pas si tu connais, mais voilà, on va faire un partenariat là bientôt avec Sailcop parce que c'est trop cool ce qu'ils font. J'adore. Et voilà, non mais je pense que voilà, il y a plein de gens adorent, et à juste titre. Et quand tu parles des prix de Sailcop, ils disent oui, par contre on est cher, 240 €, etc. Mais j'ai dit oui, mais attendez, c'est quoi le prix du ferry, c'est combien de temps? Sailcop, c'est pas beaucoup plus long. Là, vous avez 3 repas, t'as une expérience sur un voilier, il y a des dauphins dans 80% des trucs et tout. Mais en fait, c'est pas cher ton truc, tu vois. Moi, c'est ce que je disais, quoi. C'est une expérience en soi. Pas du tout, mais enfin moi j'avais regardé, mais mon fils est encore trop petit parce qu'il y a un âge limite. C'est le même prix que le ferry, hein, quasiment. Enfin, c'est ça, si tu mets tout bout à bout, ouais. Le ferry, plus une nuit d'hôtel que tu devrais te mettre, plus les repas, en fait, Sailcop, c'est moins cher, et en plus, c'est une expérience en soi, quoi. Une expérience en soi. Je précise juste pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent peut-être pas Sailcop, c'est donc une société de transport en voilier. Il y a des transats, mais il y a aussi des trajets continent-Corse. En tout cas, si vous allez en Corse cet été, pensez à Sailcop. Tout à fait. Ils sont. Je leur fais un peu de pub. Ouais. C'est chouette, c'est chouette. Moi, j'adore ce qu'ils font et ce qu'ils proposent. Mais oui, ok. Donc rendre le voyage local plus sexy. Pour autant, c'est. Alors, j'entends bien. Il faut que ce soit cool et tout. Mais vous luttez quand même contre des boîtes qui ont des budgets marketing infinis, qui nous vendent des transats et des hamacs au-dessus de la mer. C'est pas facile, quoi. Ah non. Mais c'est pour ça que c'est excitant, parce que c'est pas facile, mais voilà. Et après, on n'est pas Superman, Superwoman, on va pas changer le monde, hein. Enfin, en réalité, en tout cas, on le prend avec beaucoup, personne, voilà, mais on le prend avec beaucoup d'humilité. On va faire notre part à notre échelle avec nos moyens. Mais je pense qu'on peut maximiser notre impact en étant malin, en étant créatif, en étant collaboratif avec tous les gens qui ont des initiatives dans la même thématique. Jusqu'où on ira. Quelle va être l'ordre de grandeur de l'ampleur, je ne sais pas, mais on peut plus laisser faire ça, quoi. Moi, voilà, moi, quand je vois mon fils tous les matins ou tous les soirs, non, quoi. Enfin, en fait, tu vois, moi, je mets un point d'honneur à me battre, quoi, et dans la limite de mes forces physiques et mentales disponibles, quoi. Mais voilà, on ira, en tout cas, on aura tiré un petit peu dans le bon sens, même si à la fin, je sais pas quel impact, quelle ampleur, mais je me dis que c'est la bonne direction de toute façon à prendre et qu'il y a pas de débat. La parentalité, ça a changé tes perspectives des choses, alors au-delà du fait de devenir papa, bien sûr, mais plus sur le rapport écologique. Parce que tu te dis qu'est-ce que je laisse, quoi. Qu'est-ce que je laisse, mais c'est pas encore vraiment ça, moi, qui a changé le truc. Moi, ça a été un truc très transformant, plus largement, pas forcément sur le volet écologique, c'est
moi, l'heure dans laquelle mon fils est né, bon, je l'ai pas réalisé tout de suite, mais je me suis dit, bon, ok, en fait, mes objectifs de vie ont radicalement changé du jour au lendemain. C'est plus moi, c'est plus qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me rend heureux, machin. Non, c'est qu'est-ce qui va rendre heureux mon fils, mes enfants. Mais en fait, ils vont avoir le même raisonnement. Donc, qu'est-ce qui va rendre heureux leurs enfants, etc. Et donc, en fait, les générations futures par extrapolation. Et finalement, c'est là que le sujet écologique intervient. C'est que du coup, moi, je me suis projeté très vite à très long terme sur, ok, là, il faut que nous, on ait de passage, il faut qu'on mette les ingrédients pour que ça se passe bien dans la durée pour les générations futures, nos enfants, leurs enfants, enfin, les petits-enfants, etc., etc. Et c'est là que quand tu lis les rapports du GIEC, quand tu t'intéresses après plus largement à tous les impacts, enfin, toutes les limites planétaires, toutes les bornes qu'on a dépassées un petit peu, tu te dis ouais, mais là maintenant qu'on sait ça, parce que il y a 10 ans on n'avait pas cette maturité de connaissance, en tout cas pas à une grande échelle, à un grand public. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et moi je critiquerai pas les gens qui se disent bon bah ça va bien se passer, qui sont optimistes, ça je les invite d'être optimistes, mais moi j'ai tout de suite eu envie de me bouger, quoi, tu vois. Et je me suis dit, maintenant que je sais ça, je me verrai pas retourner dans les jobs que j'ai pu faire avant, parce que il me manque cet objectif, ce sens et ce côté j'essaie de contribuer au bien commun des générations futures aussi, quoi. Et quand je vois mon fils tous les matins, ça me ça me remet un coup de motivation si j'ai un coup de mou, voilà, ce genre de choses, parce que je sais pourquoi je le fais, quoi. Clairement, je te rejoins tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume, c'était super intéressant d'échanger avec toi. Et puis j'espère dans quelques années qu'on pourra enregistrer un nouvel épisode pour parler de Gringo à l'échelle européenne et de logement et de voyage en train, etc. avec grand plaisir. Carrément. Bah écoute, je croise les doigts et je vais travailler pour qu'on puisse le faire. J'en ai aucun doute. Salut. Merci Jeanne, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.